c'est très contrasté parce que d'un côté, Lambert Mende fait une interview où il charge Kabila et tout ça. D'un autre côté, il y a Mositou qui est aux affaires, qui dit que Kabila n'est pas l'ennemi du Congo. Je pense que ce n'est pas une sortie officielle en vain. Connaissant Mositou, connaissant l'homme des tribunes, ce n'est pas une sortie en vain. Je crois que le gouvernement aurait levé le pied de détendre l'atmosphère politique. Je pense qu'un tel propos veut tout dire. Veut dire que voilà, on a allégé la main. Maintenant, là, la route est ouverte vers le dialogue. Et quand il dit qu'il ne pense pas que Félix... Il ne s'agit pas d'une maladresse. Non, il ne s'agit pas d'une... Non. Il s'agit pas d'une maladresse. Communicationnelle. À ces niveaux de politique, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une maladresse de communication politique, surtout que c'est un VPM au sein du gouvernement. Et je pense... Et surtout, il rajoute, il dit, connaissant Félix Tshisekedi, il ne pense pas que Félix Tshisekedi va exécuter Kabila. Un appel du pied, donc, par exemple? Non. Si Félix Tshisekedi n'exécute pas Kabila, ça veut dire qu'il peut le gracier. Le président de la République a donné les orientations par rapport à toute communication institutionnelle. Mais on a vu quelques jours après, Moïndo s'est rebellé. Et Adolphe Mositou a tenu ses propos. Je dis pourquoi je dis qu'il y a assouplissement de la décision ou bien la volonté de lever la main sur cette mesure-là contre Kabila. Parce que, il vous souviendra, le gouverneur de Kaboula, Jacques Kaboula, aurait tenu pratiquement ce genre de propos en faveur de Kabila. Et vous savez, la foudre qui s'est abattue sur lui. Donc, et là, Mositou l'a fait. Là, c'est plus flagrant que ce qu'avait dit Kaboula. Et il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien, il est au gouvernement, il n'est pas inquiété. Un général vient d'être suspendu tout de suite là parce qu'il aurait tenu des propos discriminatoires. Donc, vous voyez que le silence qu'il y a institutionnel au niveau par rapport au propos de Mositou, ça traduit toute la volonté qu'il y a de pouvoir aller justement vers ces signaux sont-ils rassurants pour la suite? Mositou n'est pas né de la dernière pluie, c'est un politique avéré et on sait quels efforts il a fournis pour être ministre VPM au budget et en même temps qu'il vient d'occuper les postes, faire une telle communication qu'il sait qu'il peut lui coûter même les postes pour lesquels il s'est battu. Alors pourquoi semble-t-il mal à l'aise sur cette question? Ça peut être une question, ça peut être un ballon d'essai. La réponse de la communication de Mositou, ça peut être un ballon d'essai ou bien une stratégie pour commencer à apaiser l'opinion. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé
possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. Entre velléité des révisions constitutionnelles et l'impératif des dialogues nationaux, la République démocratique du Congo, le pays cher à Patrice Emery Lumumba et à la croisée des chemins, s'agit-il donc d'une étape nécessaire pour adapter nos institutions aux réalités du terrain ou d'un saut vers l'inconnu qui menace l'équilibre fragile de notre jeune démocratie? La réponse, c'est dans cette émission avec les intervenants qui sont avec nous sur ces plateaux. Ce sera le sujet qui sera décortiqué de fond en comble, mais aussi on parlera de la presse, de la responsabilité de journalistes. Oui, les micros qui est un pouvoir, l'écran est une responsabilité, mais à République démocratique du Congo, les constats semblent amers et glacial. L'espace médiatique autrefois poumon de la résistance démocratique semble s'essouffler entre invectives, militantisme des façades et pauvreté des débats de fond. Pourquoi assistons-nous à cet affaissement qualitatif? Les réponses, c'est dans cette émission avec les confrères, mais aussi on y reviendra sur l'actualité, tout le sujet qui défraye la chronique, ici comme ailleurs, avec Philippe Kazadi, promoteur du portail d'information générale Kiosque d'Afrique. Soyez les bienvenus. Bonne année, comment allez-vous? Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour l'honneur. Meilleurs vœux à vous aussi et à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne, grande émission aussi. Je crois que notre passage toujours ici a toujours été l'occasion. Vous avez toujours éliminé nos l'occasion de contribuer tant soit peu à l'édification des Congo forts. Mais permettez-moi de signaler que mon média, kiosque d'Afrique.com, totalise cette année 5 ans. Donc nous sommes dans l'année d'anniversaire, de festivité pour nous. On va vous convier à quelque chose. Merci beaucoup. À quelque chose que nous sommes en train de préparer à l'occasion. Donc, et nous rentrons aussi sur YouTube. Donc, à la fois, on fête notre anniversaire de 5 ans, on rentre sur YouTube. On va demander à beaucoup de gens de pouvoir nous suivre là-bas. Et nous avons aussi changé de logo. Okay. Voilà, donc ce sont les 3 événements. Tous ces réajustements? Mais déjà, c'est la preuve de notre maturité. Et il faut s'adapter à l'évolution de la société, à l'évolution technologique. Donc, on va sur YouTube, on change de logo parce qu'on considère que le logo que nous avions risque de ne pas correspondre avec YouTube. Donc, il faut uniformiser YouTube et la version web. Mais on a toujours fait aussi une version magazine papier, version imprimable. Donc, c'est juste pour quelque chose d'harmoniser et de célébrer. 5 ans, quand même, c'est déjà beaucoup dans l'espace médiatique. Nous espérons que vous allez vous donner tout le moyen pour parvenir notre pays. Donc, tout ce qu'on a déjà fait, ou tout ce qu'on fait par écrit, maintenant, nous allons nous efforcer à livrer à notre public ça par des images. Et c'est important, allez consulter www.kiosquedafrique.com où vous trouverez des exclusivités, des articles bien rafistolés, écrits par l'équipe des Kiosques d'Afrique qui dirige ici présent. Et puis pour vous rafraîchir, parce que vous avez dit vraiment d'aller dans les sites, parce que
Notre slogan, comme je vois chez vous, c'est la force du détail. La force du détail. Nous, c'est l'actualité au-delà des titres. Donc, au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de l'actualité. Non, au-delà des titres que la presse affiche, nous allons dans le fond pour expliquer. Donc, nous n'allons pas, nous ne visons pas le buzz. Nous ne cherchons pas à être le premier, les scoops, être le premier à diffuser. Non. Nous voulons donner les éléments qui asseyent la compréhension véritable des enjeux de l'information. À l'opinion. Merci beaucoup, Philippe Kazadi. Ça a toujours été un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Moi aussi, on s'explique de vous. On apprend beaucoup de choses aussi à chacun de vos passages ici. J'admire beaucoup votre manière de présenter, surtout de relancer, tout ça. Je crois que même les téléspectateurs sont toujours très à l'aise à vous suivre. Merci beaucoup, Philippe Kazadi. On a aussi un grand plaisir de recevoir pour cette année 2026 un des visages que vous adorez, que vous appréciez tant. On s'inspire aussi de lui. C'est un jeune qui a fait ses preuves et qui continue toujours à sublimer les débats nationaux. Il s'appelle Eli Mondonga, journaliste et analyste politique. Et il est responsable d'Eco TV. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci beaucoup, cher Gédéon. Merci de la présentation. Je me sens flatté et honoré. Bonne année à Philippe également. Bonne année à tout le monde qui nous suit. Je suis très très content d'être là et c'est notre devoir, notre travail, parce que au-delà d'informer, on peut aussi faire le travail d'éditorialiste, c'est-à-dire qu'apporter notre vision sur l'actualité, comme a dit un peu Philippe, aller dans le fond, l'analyser. Libérez un peu la voix, on a besoin de bien vous entendre. Pour permettre à ceux qui nous suivent effectivement de comprendre les méandres de l'actualité. Mais permettez-moi aussi de faire un clin d'œil, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat congolais, mais on a l'impression qu'on n'épouse pas les amis qui entreprennent. J'ai 3 amis qui ont mis en place une salle de sport et une académie sportive. C'est très important pour la formation de jeunes gens. C'est Storm sur ma campagne, la concession ASK. En tout cas pour les parents, tous ceux qui voudront faire un tour. Pour un corps sain, on dit quoi, un esprit sain dans un corps sain, il faut faire un tour là-bas. Et puis ça permet l'éducation des enfants, c'est très important, surtout pendant les vacances. Au lieu que les enfants restent tout le temps devant les écrans, voilà, on peut leur assigner à une activité sportive qui permet de grandir l'esprit. Donc la salle, c'est Storm sur ma campagne, c'est toujours important de pousser ce qui entreprennent et ce qui contribue voilà, au portefeuille de familles congolaises. Et surtout que l'entrepreneuriat n'est pas une tradition chez nous. Et c'est important d'en parler et de booster tous ces jeunes qui acceptent de s'y lancer. Merci en tout cas d'avoir permis cette petite seconde pub. Donc je pense à Ben, Axel et Charles qui sont responsables de la salle. Vous êtes aussi créateur de contenu sur votre chaîne, où vous faites de sentiers bâtis. C'est-à-dire, vous sortez de l'ordinaire, vous n'êtes pas que dans la politique, vous êtes dans ce qui est réfléchi pour faire comprendre à l'opinion ce qui va dans tout le secteur d'activité de notre pays, sur quoi les secrets et comment le projet évolue-t-il à ce jour. On essaie de tenir, c'est difficile, mais on avance en tout cas. Quand je me suis dit de mettre en place un petit média, mon envie, c'est mettre en place un média d'opinion. Petit média, en fausse modestie que vous le dites. Je l'ai dit ainsi, parce qu'on est encore sur YouTube, mais vraiment, on est en train de se battre pour s'étendre, notamment ailleurs, sur TNT de temps en temps aussi en collaboration avec d'autres chaînes. Mais moi, j'ai mis en place un média d'opinion parce que j'ai un rêve de construire une civilisation. Je vois ça un peu partout ailleurs. On essaie de rester objectif dans l'analyse, dans le traitement, mais l'ambition n'est pas objective. Il faut que le Congo soit construit sur un modèle, sur une vision. Et moi, mon modèle à moi, c'est qu'on ne peut être le Congo que si on est une puissance, si on est une civilisation. Donc, dans ces sens-là... Et l'impératif que vous vous donnez, c'est repenser la société. Repenser la société, communiquer la volonté de puissance, parce que c'est ça notre destin. Vous savez, quand vous regardez le Congo, on est un État artificiel. Et quand on nous crée, c'est pour de besoins de puissance.
Donc, quand vous regardez 1885... Là, vous êtes maintenant dans ce que nous disent depuis Satoma tous les écrivains, le professeur Manjolo et le professeur Silas Mimil Makango, effectivement. À qui je fais un clin d'œil. Moi également, je fais un clin d'œil à Maître Manjolo, qui vient de sortir d'ailleurs son nouvel ouvrage dont le vernissage va arriver très bientôt. Et dans ces besoins de puissance, je me suis dit, il n'y a aucun secteur à négliger. Ça veut dire que tous les secteurs qui constituent la vie nationale, qui impactent le Congolais au quotidien, il faut y aller. Aucun secteur. Aucun secteur. Même dans les médias? Même dans les médias. Il faut y aller, il faut exister et apporter cette touche-là. C'est comme ça que vous allez voir que sur Eco Télévision, je reçois tout le monde. Je reçois des cinéastes, des humoristes, des musiciens, tout le monde, mais vraiment pour... Et vous avez une orientation quelque peu particulière. Effectivement, parce que je ne fais pas que c'est lui qui pose des questions. J'essaye vraiment de faire, à chaque fois que j'ai un invité, de discuter avec lui, de lui faire comprendre que le Congo peut être grand à travers ce que vous faites. Okay. Vous êtes humoriste, il faut toujours penser grand parce que vous portez le destin de tout un pays qui doit être une puissance. Et c'est comme ça que... C'est vraiment ça le travail que j'ai envie de faire. Je n'ai pas qu'envie de faire le travail de l'information. J'ai vraiment envie de faire le travail de l'influence. C'est comme ça que j'ai accepté ces qualificatifs des créateurs de contenu. Parce que j'estime vraiment que je crée un contenu qui est orienté, mais qui n'est pas subjectif au niveau de l'analyse. Merci beaucoup. Et quand on discute avec vous, je sais comprendre et je sens ce qui vous passionne, ce qui vous révolte. C'est en quoi vous croyez le plus. Et moi, j'adhère à cette philosophie. Merci. C'est important. Merci. Allez, nous allons maintenant ouvrir le débat. On va parler de l'actualité. On reste dans l'analyse. On va analyser froidement les différents sujets d'actualité. D'abord, parlons de l'an 2026. On a l'impression que ça commence sur le chapeau de roue. 2026 s'annonce comme une année de tous les enjeux, de tous les dangers. On a assisté à des visites de suite, ou des visites en l'espace d'une semaine du chef de l'État chez son homologue angolais, Joao Lourenço. Qu'est-ce qui s'est traméré derrière ce multiple voyage du chef de l'État en l'espace d'une semaine? Est-ce l'année des dialogues national ou l'année de révision constitutionnelle, surtout que certains ténors du pouvoir n'ont jamais renoncé à ces projets? Je crois que sur le plan de la forme, qu'un chef d'État se déplace à 2 fois à l'espace d'une semaine dans un autre pays, je crois que ça dit tout sur l'importance ou la gravité des enjeux que nous traversons pour l'instant. Vous précisez la question du dialogue et de la révision constitutionnelle. Mais je crois que ce qui prime, à mon avis, c'est plutôt la question du dialogue. Le dialogue est aujourd'hui un impératif. Et je crois que personne ne peut s'en passer. Au regard de la présentation de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, je crois que il faut qu'on arrive à installer la paix. Et pour installer la paix, il faut rassurer toutes les parties prenantes, tous les acteurs majeurs, notamment sur leur avenir politique. Parce que ce qui se joue là, c'est la question du survie politique après la fin de la guerre. Nanga et compagnons se disent, mais aujourd'hui, si on dit arrêtons la guerre, qu'est-ce que nous en deviendrait? Okay? Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi s'est dit la même chose. Si on arrête la guerre maintenant là, qu'est-ce que je deviendrai, moi, Félix Tshisekedi? Il se pose aussi la question. Donc, j'ose croire que c'est ambitions de survie ou les ambitions personnelles au-delà c'est la question du survie politique qui pèse de sauver les pays. Que de sauver les pays. Moi, je ne crois pas que tout ce qu'il y a comme guerre là aujourd'hui, c'est pour sauver les pays. Non, c'est pour l'avenir, rassurer l'avenir politique des uns et des autres. C'est seulement autour d'une table qu'ils peuvent, entre eux politiques, se mettre d'accord sur le mode opératoire de leur survie politique. Alors, il y a une initiative ici au niveau national prise par les évêques et les pasteurs de l'ICC, une initiative qui jusque-là n'a pas rencontré l'assentiment des chefs de l'État. Et je crois que là, les démarches, en fait, les tours qu'il a fait en Angola, c'est justement peut-être ça rentre dans le cadre de la haie
dans les détails, vous comprenez que dans sa communication, là, sur place, le chef de l'État a dit qu'il se montre ouvert aux initiatives que prendrait João Lourenço. Je crois qu'en politique avertie, il sait déjà de quoi il parle. Il sait déjà quelles initiatives doivent être prises par le président angolais. Et il sait jusqu'où ces initiatives doivent aller. Et dans la foulée, on a appris que le président angolais aurait même reçu certaines délégations de l'opposition. Ou des oppositions. Parce qu'il y en a qui sont non armés, il y en a qui se disent armés. Donc je crois que là, et au cœur des échanges, on va droit dialogue national. Vers la question du dialogue. Même j'ai lu quelques confrères qui ont publié que Félix Tshisekedi aurait donné son accord de dialoguer avec tout le monde. Alors maintenant, si cela est vrai, oui, je dis bien tout le monde. Je ne veux pas particulariser, dire Kabila, tout ça. Alors si cela est vrai, il veut dialoguer avec tout le monde, mais pourquoi ne pas se rallier seulement à l'initiative de l'ECC? Pourquoi aller dans un pays voisin qui, demain, les États n'ayant pas d'amis plutôt que des intérêts, peuvent se transformer en notre ennemi? C'est mieux de le faire en interne que d'aller là-bas. Encore que, il vous souviendra, cher Gédéon, que le président angolais, qui était je crois, facilitateur, médiateur, dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, avait... Facilitateur avait... C'est plutôt Trump qui est médiateur. Avant de prendre la tête de l'Union africaine, il avait jeté l'éponge, enfin, passé la main de cette facilitation. Et lors d'une interview sur des médias internationaux, il a dit qu'il a conseillé au président Tshisekedi de discuter, de négocier et avec le M23 et avec le Rwanda. S'inspira bien entendu de l'expérience angolaise qui avait négocié avec l'UNITA et avec l'Afrique du Sud, qui soutenait l'UNITA à l'époque. Donc c'est que lui, il avait dit qu'il était quand même désolé d'observer que jusque-là, ces conseils n'ont pas été suivis. Alors qu'aujourd'hui, s'il faut rentrer encore chez João Lourenço, qui avait déjà tenu ses propos publiquement, j'ose croire alors que le président de la République a pris la mesure de toute la gravité de la situation. Qu'est-ce qui a changé pour revenir il faut absolument négocier. À João Lourenço? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour revenir à João Lourenço? Mais déjà, les obstacles liés à toutes les initiatives diplomatiques. On avait Nairobi, comment on appelait ça? Partout, ça semble patiner. C'est ce qui justifierait l'option on avait les processus de Nairobi qui réunissaient autour d'une table le gouvernement et tous les groupes armés, pas seulement le M23. Et puis le processus de Luanda qui devrait mettre autour d'une table le Rwanda et la RDC. Et il vous souviendra que lorsqu'il fallait signer l'accord de paix entre les deux pays, le président rwandais avait brillé par son absence. Et pouf, surprise, on le voit, les deux chefs d'État à Doha. On avait placé tous nos espoirs sur Doha, espérant que ça pouvait aller. Pouf, ils quittent là-bas. On ramène le M23 à Doha dans les discussions et ça patine jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'avancée. On n'entend plus rien là-bas, à part des accusations réciproques entre le gouvernement et le M23. Et nous, Congo, nous sommes allés vers les États-Unis pour signer un partenariat stratégique. Espérant mettre fin aux hostilités. Minéré contre paix. Alors moi, je me suis toujours posé la question. Est-ce que ça tient toujours? Je me suis toujours posé la question, par quelle magie, sur bas de notre demande, par quelle magie le Rwanda s'est-il retrouvé autour d'une table avec nous pour que finalement on signe un accord de paix? Nous, on voulait que Trump nous aide à mettre fin à l'hégémonie, ou bien je dirais aux velléités expansionnistes et à l'agression rwandaise. Mais Trump dit non, ça ne suffira pas seulement avec moi, il faut que vous puissiez signer un accord de paix avec le Rwanda. Et on l'a fait, tout en sachant, rappelez-vous du discours du chef de l'État sur place, que le Rwanda n'a jamais respecté quoi que ce soit. Donc il faut la voie de la force. Mais visiblement, Washington n'était pas disposé à nous donner le moyen de force pour que nous puissions mettre fin à cela. Je crois qu'après avoir analysé toutes les initiatives prises, les temps qui courent et les dégâts causés en termes de vies humaines et de pertes matérielles, tant pour la population que pour notre armée, n'oubliez pas que
lors de la prise de Goma, de Bukavu et dernièrement d'Uvira, notre armée a laissé autant d'armes et de munitions pour l'ennemi. Enfin, je ne dirais pas pour, mais à la portée de l'ennemi. L'M23 avait tout repris. Maintenant, aujourd'hui, quelque part, excusez-moi, nous devenons le fournisseur des armes au M23 pour qu'il nous fasse la guerre. Je crois que le chef d'État, après avoir vu tout cela, il a finalement décidé, ou il a trouvé sage de décider qu'il faut absolument dialoguer et avec tout le monde. Je voudrais que vous puissiez répondre la question à cette de la question. révision, De façon un peu plus claire. Maintenant, quel choix opérer entre le velléité de révision constitutionnelle et les dialogues nationaux? Non, je crois que la révision constitutionnelle, c'est juste, comment on appelle ça, du surenchère politique. Ok, un moyen de pression. Non, un moyen de pression, oui, c'est du surenchère politique. C'est quelque chose qu'on apportera sur la table. Enfin, que Kinshasa pourrait apporter sur la table de négociation. Okay. Parce que, aujourd'hui, objectivement, et froidement qu'on analyse le fait, on ne peut pas se dire qu'il y a des gens qui soient disposés à ce qu'on révise la Constitution. Parce que réviser la Constitution, enfin, changer la Constitution signifie passer au référendum. Et comment vous allez passer au référendum sans Goma, sans Bukavu, sans Uvira? Donc, on aura consacré de fait la balkanisation, chose qu'aucun Congolais n'aime entendre. C'est un projet chimérique où on est non, ce n'est pas chimérique. C'est pas chimérique. Le plan est là. Le plan est là. Et je crois que l'ennemi veut nous pousser à l'impatience. Okay? C'est-à-dire que finalement, le Congolais aussi dira finalement, non mais finalement, il y a trop de guerres. Et Kabouanakaka. Qu'on balkanise seulement les pays, que les autres restent là-bas et nous on reste de l'autre côté. Et ça sera peut-être la fin. Et pourtant, non. Donc, pour moi, la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas du sitôt. Surtout pas avant les dialogues politiques pour que la paix revienne. Il ne peut y avoir révision constitutionnelle ou changement de la Constitution dans ce pays que lorsque le Congo aura recouvré son intégrité territoriale et que sa souveraineté sera rétablie sur l'ensemble du territoire. À part ça, ça ne sera que la consacration de la balkanisation. Merci beaucoup. Et je ne crois pas que le président de la République est sur cette ligne-là. Il a déjà déclaré qu'il n'a même pas besoin de s'éterniser au pouvoir parce que c'est... Ça, c'est avant. Ça, c'est avant, ouais. Il a dit ça, mais tout ce que nous disons, c'est toujours avant de l'être déclaré et on le tiendra au mot. On a bien compris, Philippe Kazadi. Elie Mondonga, alors sur quel pied on est en train de danser? Dialogue, oui, étant un moyen pour parvenir à la paix. Si c'est l'un des moyens pour parvenir à la paix, on peut oser aller à la table de négociation avec toutes les parties. Oui, quelle en serait la conséquence à ce moment-là, puisqu'on a suivi certains turiféraires du pouvoir dire que voilà, si toutes les parties veulent le dialogue, la conséquence est que le président devra aller au-delà du bail constitutionnel. C'est fort possible parce que je ne vois pas comment on va aller dialoguer avant la fin du mandat constitutionnel du président de la République et le mettre dehors. Ça veut dire une transition sans Félix Tshisekedi, c'est quand même trop demandé. Et c'est là où, pour répondre à votre question, ça devient compliqué. Parce qu'à l'état actuel, il y a une forme de méfiance entre les deux groupes qui fait très peur. Est-ce que les M23, qui ont en posture militairement de force, va-t-il accepter aussi tardivement de vouloir négocier avec Félix Tshisekedi dans l'optique de lui donner 2-3 ans de plus? C'est une question qui se pose. Et eux, ils disent clairement que s'il faut dialoguer, ils ne dialogueront pas avec lui. Parce que tout le temps qu'ils ont tendu la main, lui, il a toujours refusé. Donc, à la veille de son mandat, c'est pas ce qui leur chante le plus. Et les présidents, le régime est dans une posture de comprendre finalement que toute la démarche diplomatique n'aboutira pas. Parce que voilà, moi je pense que l'analyse de fond a été biaisée, de penser que les raisons économiques suffisaient à la guerre et que voilà, il y aurait une forme d'interventionnisme. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Un peu comme Philippe le disait, le questionnement c'est comment est-ce que les États-Unis sont allés chercher Kigali dans un accord
qui à la base était bilatérale. Ça surprend tout le monde jusqu'à ce jour. Parce qu'il y a un narratif international qui suppose que la paix dans la sous-région des Grands Lacs se trouverait autour de partage. C'est-à-dire, Sarkozy l'a dit en 2009, le plus clairement possible. Donc, dans le raisonnement de Donald Trump ou de son cabinet, il ne sait pas comprendre comment est-ce que la paix peut revenir en République démocratique du Congo sans que le Rwanda et la RDC conviennent sur un certain nombre d'attentes. Vous comprenez? Parce qu'il sait qu'il ne fera pas d'interventionnisme. Il n'a aucun intérêt pour le faire. Il n'enverra pas les Américains au sol. C'est impossible. C'est impossible. Même à l'Ukraine, il n'a pas fait ça. Donc, il ne le fera pas en République démocratique du Congo, où déjà, de toute façon, il n'a aucun intérêt autour du pétrole. Donc, vous voulez dire que ces accords, à ce jour, ne tiennent plus? Non, c'était une mauvaise analyse. Moi, je pense une erreur stratégique. C'était une très grande erreur stratégique. D'abord, ça part de la surestimation que nous avons autour de la théorie des mines. Ça veut dire, on pense vraiment que voilà, cette fameuse théorie, la RDC est un scandale géologique, ça suffit à tout résoudre. Pas du tout. On n'est pas les seuls à posséder les mines qu'on a. Il y en a un peu partout. Et moi, je pose toujours la question. J'ai comme l'impression, en lisant l'histoire, que l'interventionnisme américain est tout le temps autour du pétrole. Quand il n'y a pas le pétrole, les Américains ne s'y engagent vraiment pas. Donc, pourquoi? Parce que le pétrole est le soubassement de la puissance du dollar, de l'externalité du dollar. Donc, le pétrole, c'est ça qui est le moteur de la puissance américaine. Et nous, à l'Est, les intérêts, ce n'est pas autour du pétrole. Donc, n'espérons pas que Donald Trump va faire ce qu'il a fait à Venezuela. Pas du tout. La preuve, les peu d'intérêts miniers que les États-Unis avaient au Congo, ils ont toujours coopéré avec les Chinois pour l'exploiter. Toujours. Parce que d'abord, on a une exploitation artisanale. Et les Américains n'ont plus cette industrie-là à la main pour venir puiser le sol, aller les tamiser, pour aller vendre, pour fabriquer de quoi? Des bijoux, des garanties. Alors ces accords, si ils ne peuvent pas nous permettre de restaurer la paix. Ils ne valent pas grand-chose. On a parlé de projets à identifier pour lesquels le fonds nécessaire doit être levé entre le deux parties, c'est-à-dire Kinshasa et Washington. Est-ce que c'est réalisable? Non, ce n'est pas réalisable. Moi, je pose une question. Parce que dans l'accord, les États-Unis identifient déjà le projet sur lequel ils doivent travailler. Tel que le couloir de Lobito, qui en grande partie ne va pas profiter à la RDC. Je veux peut-être à Washington, ainsi qu'au trafic, au passage des minerais. Je vais revenir sur Lobito pour ajouter un scénario plausible au scénario de Philippe tout à l'heure sur la visite du président à Luanda. Et là-dessus, il y a peut-être des choses à dire. Mais quand je parle de projet, l'accord de Washington, pourquoi je dis que ça n'arrivera pas? Parce que, vous savez, on a un code d'investissement qui donne tous les avantages possibles aux investisseurs étrangers. On a un code minier. Si les Américains avaient besoin du coltan, du tungstène, tout ce que vous voulez, ils viendront le faire. C'est-à-dire qu'ils créeront des sociétés pour le faire. Ils sont déjà là de toute façon aussi. Alpha Mine et compagnie, ils sont quand même là. Même si ce n'est pas beaucoup, ils sont quand même là. Deuxième scénario, s'ils avaient besoin de prendre des choses aussi moins chères, ils passeraient par le Rwanda. De toute façon, le couloir, il est désordonné. La fraude est totalement ouverte. Pourquoi ils ne passeraient pas par le Rwanda simplement pour attraper le coltan, l'or, le cobalt et compagnie? Pourquoi ils vont accepter de signer un accord? Ça n'a aucun sens. Je pense que quand vous analysez dans le fond, c'est peut-être les intérêts des petits groupes et du côté congolais et du côté américain qui voudraient peut-être récupérer 2-3 choses pour des enrichissements personnels. Les intérêts d'un petit groupe. Oui, je pense. Pour 2-3 choses. Mais je ne pense pas que cet accord-là est à la hauteur de nous ramener la paix. La preuve, l'M23 l'a démontré, au lendemain de la signature, Ouvira a été alors, si vous parlez des intérêts d'un petit groupe, au cœur de ces castels, on voit bien Donald Trump. Pourquoi pas? C'est un affairiste, de toute façon. Est-ce que parce que, par exemple, son envoyé en Afrique, je crois, c'est Rubio, c'est Marc ça? Rubio. Non, oui. C'est un affairiste aussi. Pourquoi pas? Peut-être un club d'avocats, un lobby d'avocats à Washington qui voit là les intérêts de ramasser quelques millions de dollars. Pourquoi pas?
Et quand vous regardez le discours de Kagame le jour de la signature, tout était dit en fait. Il savait qu'il ne se passera rien. Et il a dit à Trump, tout ce qui va arriver plus tard, ce n'est pas votre responsabilité. Parce qu'il savait. Il savait que c'était une blague. C'était pour la photo et pour permettre à Trump ensuite de faire son show qu'il a fait, le lendemain. Donc moi, je pense et à quel moment nous nous en sommes rendus compte? Je crois que c'est plus tard. Mais c'est pour vraiment venir au premier sujet. Le président s'en est rendu compte. C'est comme ça qu'il revient au processus de Luanda. En fait, depuis le début, la solution était ici en Afrique. Mais moi, je rajoute un autre scénario. Pourquoi? Je pense qu'en ce moment, discuter avec l'M23, ça va être très difficile. On va peut-être les supplier. Parce que comme Philippe a dit, ils ont besoin des garanties. Ils ont besoin de survie politique. S'ils déposent les armes aujourd'hui, ils vont aller où? Quelles sont les garanties à leur revendication? En plus, il y en a qui sont condamnés à mort. Et il y a beaucoup d'ailleurs. Beaucoup sont condamnés à mort. Ils iront où? Et tout ça. Et aujourd'hui, qui se disent, on est proche des Kalemi, proche du Katanga, pourquoi on donnera à Félix Tshisekedi cette chance-là de redevenir fort? Parce que je vous rappelle une chose, Kabila a discuté avec tout le monde en 2001. Ensuite, il s'est retrouvé en 2005 aux élections seulement face à Jean-Pierre Bemba. Ça veut dire que l'impérium, ça reste l'impérium. Donc, ils sont dans cette réflexion-là, ils savent, ils peuvent se faire bouffer n'importe quand. Moi, je pense qu'il y a une deuxième raison à la visite du président à Luanda. Ça serait peut-être une raison d'alliance militaire. Alliance militaire avec l'Angola. Parce que j'ai lu récemment dans la presse, il y a des pourparlers dans ce sens-là, notamment avec la Tanzanie. Et si on est dans une logique d'alliance militaire avec l'Angola, ça sera notamment parce que le gouvernement sait qu'il y a une détermination dans l'avancée des M23 et que les intérêts de l'Obito qui touchent notamment le Katanga, qui touchent notamment, dans lesquels l'Angola a des intérêts aussi, c'est un argument pour approcher, séduire l'Angola de nous venir si en aide militairement. Si ce serait le cas, pourquoi s'ouvrir à l'extérieur au lieu de bâtir l'armée? Parce que le président qui a fait ses preuves par le passé. Il n'y a plus le temps de bâtir l'armée. On va dire des choses assez clairement. Je pense que le président de la République a perdu très rapidement a perdu confiance à ses officiers. Il a dit ça devant Lourenço. Qu'est-ce que le justifie la série d'arrestations de hauts officiers? Tout à fait. Il a dit que beaucoup des officiers ont agi en traître. C'est comme ça qu'il y a eu énormément d'arrestations. Quand vous regardez comment la purge se passe dans l'armée, vous comprenez qu'entre la chaîne de commandement et le commandant suprême, il y a un petit problème. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais il y a un petit problème. Donc, et quand vous regardez comment la M23 avance, en toute rationnelle, on ne peut pas compter sur une offensive contraire de notre armée. Donc moi, je pense que le président serait peut-être dans une forme de plan B, de faire une alliance du Sud avec les pays comme l'Angola, la Tanzanie, pour pouvoir protéger le Katanga d'une chute probable. Parce qu'on sait que si les Katanga tombent, c'est les pouvoirs qui tombent avec, comme ça a été le cas en 1997. Et si les Katanga tombent, le projet Lobito pourra également être ralenti. Or, la Tanzanie, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Zambie ont des intérêts, notamment dans ces projets-là. Et je pense que ça sera un argument de séduction autour de laquelle le président pourra peut-être faire la ronde très très prochainement. Je le vois bien très prochainement, notamment à Dar es Salaam, en Afrique du Sud et ailleurs, pour aller chercher cette alliance-là, comme l'a fait Mouzé en 98. On verra bien comment ça va se passer. Une minute. Comment vous voyez l'année 2026? On terminerait l'année sur quelle prédiction? Dialogue ou révision constitutionnelle? Comment vous voyez les choses se passer en 2026? Non, un dialogue, absolument. En une minute, et puis lui va répondre. En une seconde, un dialogue. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'alliance militaire... Dialogue 2026. Oui, il faut un dialogue. 2026, vous voyez les choses se passer. Je vois les choses avancer dans le sens du dialogue, au besoin même que le dialogue se tiendra en 2026. Ouais. C'est plausible. Maintenant, l'idée, enfin, la perception qu'il y a de l'arrivée des visites du chef de l'État, Félix Tshisekedi en Angola, il voit une coopération, en fait, une alliance militaire.
entre le Congo. Une alliance militaire. Mais déjà, je crois l'avoir dit de l'entame ici, que João Lourenço a conseillé à Félix Tshisekedi de dialoguer, mais pas de faire la guerre. Ça, c'est déjà un fait. Ouais. Donc, il ne peut pas revenir sur ce qui a déjà échoué. Et si Lourenço accepte une telle demande, ça serait pour, je dirais, amuser la galerie, quoi. Parce que autant il n'y a pas de militaires américains qui viendraient se battre pour nous, autant il n'y aura pas d'Angolais qui viendront se battre chez nous. Mais parce que il y déjà, en a le eu dans le président passé. angolais a dit il faut négocier. La prise de Bukavu. De Bukavu. Non, de Goma, en premier. Les militaires sud-africains. C'était là. Ils ont mordu poussière. Ils ne se sont pas battus. Ils ne se sont pas battus. Ouais. Ah, mais bien sûr. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas se battre là où les nationaux ne se battent pas. À Bukavu de même. Les À Burundais Bukavu se sont de même. retirés. Et puis, il n'y a pas une armée de mercenaires qui gagne la guerre. Mouzé n'a pas gagné la guerre avec les Tanzaniens et c'est pas moi qui sont venus l'aider ici. La guerre se gagne avec les nationaux. C'est ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui. Vous avez suivi la réaction de Poutine. Mais attendez, ils n'ont pas... Il n'y a pas d'accord de défense. D'accord de défense. Oui, c'est Ok. logique. Et même si cet accord-là existait, si les généraux ont déjà trahi leur président, qu'est-ce que vous voulez que notre État vienne faire? Donc, le monde est multipolaire rêvé par Trump et la Chine, c'est que tous les États soient en mesure de se défendre. D'accord. Et donc, on ne peut pas dire que non, telle catégorie d'armes n'est pas appartenir qu'à telle catégorie d'État. Tous les États se valent. Il faut que tout le monde soit à mesure de se défendre, mais pas de dépendre de quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, là, je ne vois pas les militaires angolais, sud-africains revenir encore chez nous. Je ne vois pas les Tanzaniens et Kabila, qui a longtemps été présenté comme, qui a toujours été présenté comme le... Il garde toujours d'excellents rapports avec les Sud. le dirigeant. Oui, il a de d'excellents la Tanzanie. rapports avec la Tanzanie. Il a, semble-t-il, des investissements importants en Tanzanie. Et je ne vois pas comment est-ce que la Tanzanie est aujourd'hui disposée à pouvoir, entre guillemets, trahir cette relation qu'elle a avec Kabila. Je ne crois pas. Kabila, Donc, c'est pas l'ennemi de la République. donc au-delà de, comme disait Kabila, Moussi, c'est pas l'ennemi de la République. au-delà des analyses que nous faisons ici, il faut qu'on reste quand même factuel. Merci. Dans les faits, en tout cas, rien ne montre qu'aujourd'hui, l'Angola, l'Afrique du Sud, Ou tout autre pays. ou tout autre pays pourrait accepter d'envoyer ses troupes dans un pays où les militaires ne se battent pas. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis. Vous voyez, donc je- c'est tout simplement concluez ça. rapidement je en suis- 30 secondes. je suis d'accord avec. Comment vous voyez les choses se passer en 2026 Ouais. Probablement l'année du Oui, dialogue. c'est très possible qu'il y ait un dialogue. Moi, je suis d'accord avec ça parce que vous énoncez un principe. D'accord? C'est tout à fait normal. Mais pourquoi je pense à ces scénarios? C'est dans le sens où j'ai dit que si l'M23 refuse de dialoguer, si l'M23 se disent, bah écoutez, on ne va pas donner cette chance, comme ils le disent aujourd'hui, on ne donne pas cette chance-là à Félix Tshisekedi d'être celui qui va convoquer le dialogue ou de l'organiser. Nous, on va arriver à Kinshasa, par exemple. Vous comprenez qu'en ce moment-là, même l'Angola qui conseille au dialogue va se positionner en fonction des intérêts qui sont le sien avec le mouvement, les changements de régime. Donc, est-ce que l'Angola a intérêt à ce que les M23 arrivent? Parce que ce qui va se passer, moi je le dis toujours, quand une rébellion arrive à Kinshasa, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Dès qu'une rébellion arrive à Kinshasa, on a, à la suite des mois qui suivent ou des années qui suivent, des rébellions qui pilulent un peu de partout parce qu'il n'y a aucune rébellion, je le dis, qui aura le moyen de gouverner tous les territoires congolais. Le Congo est énorme, c'est compliqué. Donc si l'M23 arrive à Kinshasa, un peu partout, il y aura des mouvements insurrectionnels. Vous savez déjà des contestations. effectivement, vous savez déjà que Par exemple. l'Ituri sera contrôlé par l'Ouganda. Donc probablement, un autre mouvement rebelle va naître de ce côté-là pour protéger les intérêts. Et chacun va faire un peu de la sorte. Est-ce que l'Angola aura la main à protéger ses intérêts, notamment sur le projet Lobito, par exemple, si l'M23 arrive? Ça, c'est des questions qui se posent. Si je me mets à la place... L'Angola a des parts importantes à tirer de ce projet. Mais bien sûr, si je me mets à la place de Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est un raisonnement que je peux avoir.
peut me dire, je peux aller voir Laurenceau pour lui expliquer que, écoute, je ne suis pas sûr que ces gens-là voudront discuter avec moi. Mais est-ce que tu as intérêt à ce qu'ils arrivent à Kinshasa ou il faut, à la difficulté d'avoir un dialogue avec eux, se préparer pour une alliance militaire de défense? Parce que je n'ai plus vraiment la capacité militaire, moi, de protéger, voilà, tels intérêts. C'est plausible. C'est plausible. À mon avis, au-delà des postures politiques ou politiciennes, il faut qu'on voie quand même l'intérêt du Congo. Il faut qu'on voie... Je suis d'accord. Parce qu'on a plus à gagner en étant en paix, en facilitant des transitions politiques pacifiques, tout le monde comme on l'a vécu en 2018, que... par des coups de force. Tout le monde Parce que, évidemment, comme dit Elie, s'il y a un coup de force qui s'est fait à Kinshasa, les rébellions vont pulluler un peu de partout. Pulluler un peu de partout, permettez les termes. Et ça va être très compliqué de gérer maintenant. Effectivement. Merci beaucoup. Mais par contre, si le président Tshisekedi organise une transition aussi pacifique par des élections à la date est prévue par la Constitution, je crois que ça va nous éviter. Mais si les M23... Et la sortirait véritablement gagnant. Si les M23 lui disent de partir. Maintenant, comme il y en a à Kinshasa ici des gens qui aiment trop des ventes en guerre, qui disent non, il faut qu'on change la constitution, après on va négocier, parce que le chef de l'État n'a pas eu le temps de gouverner, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que quand vous êtes dans un mandat, pendant ces mandats-là, vous pouvez connaître les hauts et les bas. Bien sûr. La Constitution ne dit pas... C'est la guerre développée à un certain moment. Non, c'est la guerre fait partie des s'il y a guerre, la guerre le président ne récupère pas les territoires qui ont échappé, il reste indéfiniment. La guerre fait partie des problèmes qu'un président peut rencontrer en cours de mandat. Effectivement. Et les problèmes que vous rencontrez en cours de mandat ne veut pas dire que le mandat va être prolongé parce que vous avez la nature du mandat doit changer. Non, la nature du mandat ne change pas. On a eu Covid, on a eu ceci. Ça ne tient pas la roue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un narratif qui n'est consommé qu'à Kinshasa. Et quand ils vont au niveau de la diplomatie internationale, c'est un narratif qui ne passe pas. Comment tu vas expliquer aux autres que mon mandat a connu des difficultés, donc il faut le rallonger parce que et là, on doit toucher à la Constitution. Je crois que c'est tout à fait déraisonné. Le plus important ici, si vraiment on aime les Congos, si on veut que les pays soient en paix, que les Congolais vivent en paix, il faut prévoir des mécanismes pour organiser une transition pacifique du pouvoir, de sorte qu'on évite la naissance des multiples rébellions dans plusieurs coins du pays et qu'on évite la déstabilisation. Merci beaucoup. Dernière question. Juste 30 secondes. Vous allez répondre. Merci, Elimo. Si, par exemple, par hypothèse, l'Angola accepterait d'adhérer au nouveau cahier des charges que propose Kinshasa, ce serait aux conditions de qui? Bien sûr, de l'Angola, ou ce sera à nos conditions? Bien sûr, ça sera aux conditions de l'Angola parce que nous sommes en posture de faiblesse. Alors, bien sûr. Qui perd? Qui perd? Effectivement, que nous perdons. En fait, moi, je fais pas une analyse sur comment dire, les jugements de valeur. Je présente un scénario politique plausible. Parce que Kinshasa, en ce moment, est dans un état d'esprit de sauver le régime. Vous comprenez? Si ce n'était pas pour sauver le régime, vous savez, les présidents auraient dû dialoguer depuis très longtemps. Aurait dû saisir la main de la SENCO et les cesser depuis très longtemps. Le problème aujourd'hui, c'est que, voilà, on est dans un cas de figure où l'armée n'a pas de résistance, où la rébellion continue d'avancer, où la diplomatie internationale n'apporte pas des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour qu'on n'en arrive pas à une situation dramatique et tragique? Donc Kinshasa est dans cette réflexion-là. La première possibilité, évidemment, c'est saisir la main tendue depuis longtemps pour dialoguer. C'est les premiers cas de figure. Les premiers cas de figure. Mais le problème se pose au niveau de ceux qui sont en face. Parce que les M23 n'arrêtent pas de le dire, si on doit vraiment s'arrêter à ce qu'ils disent. Et Doha, d'ailleurs, ne marche pas, notamment en raison des conditions extrêmement difficiles qu'ils posent. Les préalables. Les préalables qu'ils posent. La M23 n'arrête pas de dire que le temps de dialogue avec Félix Tshisekedi est passé. Ils ne veulent plus discuter avec lui. Si dialogue il y aura entre les Congolais, sauf Félix Tshisekedi, ils sont en train de dire ça. Mais non, un président qui n'a pas fini son mandat, qui est dans ces cas de figure-là, il va réfléchir notamment à une possibilité de faire alliance pour pouvoir ne pas permettre au M23 d'avancer aussi loin que ça. Et c'est comme ça que je donne ces scénarios-là. Je me dis c'est plausible.
Peut-être dans cette... c'est un plan B, hein, c'est peut-être dans cette allure-là qu'il va aussi reparler à Laurenceau. Mais après, est-ce que c'est profitable pour la République? J'en doute fort. Des questions qui restent en suspens. Il faut que les dirigeants, les décideurs réfléchissent sur ce genre de questions. Et il faut bien pour sortir de ces pièges qui pourraient venir des parts et d'autres, de toutes parts. Bien sûr. Alors, et surtout que le voisinage... Même en allant de nouveau à Luanda, il faut toujours se préparer. Et surtout que nos voisins ont compris, les voisins ont compris qu'ils ont tout à gagner de notre faiblesse. Exactement. Donc, le rêve de Kagame ou des autres pays, c'est notre faiblesse. Bien ça, sûr. Il faut le rappeler et le dire avec beaucoup de pertinence. Philippe Kazadi, vous qui êtes un peu tendre envers les dirigeants, il y a Mouzito qui a pris l'opinion nationale à contre-pied avec cette déclaration choc. Kabila n'est pas le rebelle, l'ennemi de la RDC. On l'écoute, trêve de commentaires, puis on revient pour en discuter. N'est pas un ennemi de la RDC. Mais enfin, disons que moi, j'ai interdit de commenter une décision de justice. Nous sommes un pays en guerre. C'est la justice militaire qui s'est prononcée là-dessus. Je m'interdis tout commentaire. Et s'il est arrêté, il doit être exécuté? Ben, connaissant Tshisekedi, je ne le vois pas faire cela, mais j'ai dit que je ne veux pas me mêler des questions de justice. Je m'interdis tout commentaire à ces propos. Elie Mondonga, vous avez suivi le VPM du budget. Tout à fait. Adolphe Mouzito. On sent beaucoup de peine à répondre à cette question. Kabila n'est pas le rebelle de la RDC. Quel message voudrait-il laisser passer? Kabila n'est pas l'ennemi de la RDC alors qu'il est accusé de mettre à penser de l'AFC M23. Et l'atmosphère est vraiment, comment je peux dire, c'est très contrasté parce que d'un côté, Lambert Mende fait une interview où il charge Kabila et tout ça. D'un autre côté, il y a Mozitu qui est aux affaires, qui dit que Kabila n'est pas l'ennemi du Congo. Je pense que ce n'est pas une sortie officielle en vain. Connaissant Mozitu, connaissant l'homme des tribunes, ce n'est pas une sortie en vain. Je crois que le gouvernement aurait levé le pied de détendre l'atmosphère politique. Je pense qu'un tel propos veut tout dire. Veut dire que voilà, on a allégé la main. Maintenant, là, la route est ouverte vers le dialogue. Et quand il dit qu'il ne pense pas que Félix... Il ne s'agit pas d'une maladresse. Non, il ne s'agit pas d'une... Non. Il s'agit pas d'une maladresse. Communicationnelle. À ces niveaux de politique, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une maladresse de communication politique, surtout que c'est un VPM au sein du gouvernement. Et je pense... Et surtout, il rajoute, il dit, connaissant Félix Tshisekedi, il ne pense pas que Félix Tshisekedi va exécuter Kabila. Un appel du pied, par exemple? Non. Si Félix Tshisekedi n'exécute pas Kabila, ça veut dire qu'il peut le gracier. Donc, il le gracie dans quelles conditions? Dans des conditions de pourparler, effectivement. Donc, je pense qu'il veut faire passer un message subliminal comme quoi l'option est levée pour que le Congolais se retrouve et discute. Et on n'a peut-être pas le droit de le dire en tant qu'analyste, mais on ne peut qu'encourager une démarche dans ce sens-là. Moi, je ne pense pas que le dialogue soit la solution de fond. Je pense que le dialogue est un préalable à la paix. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se retrouvent. Les solutions ne pourront venir que de nous. Moi, je suis d'accord pour tout accord de gouvernance quand il s'agit de Congolais que quand il s'agit de gens de l'extérieur. Donc moi, je pense que Mouzito n'a pas commis une maladresse. Je pense qu'il y a un message subliminal derrière qui annonce les dialogues. C'est ça que je pense. Allez. C'est une lecture que vous partagez également. Oui, je partage totalement cet avis-là parce que la posture d'Adolphe Mouzito aujourd'hui ne lui permettrait pas de tenir ce genre de propos s'il n'y avait pas, en tout cas au niveau du président de la République particulièrement, un assouplissement, une volonté de décrisper la situation, les climats politiques. Vous savez... Mais depuis un certain moment, on parle de la communication du gouvernement ou de membres du gouvernement ça pose problème, ça pose problème. Est-ce qu'on n'est pas en face de l'un des cas du genre? Bon, le président de la République a donné les orientations par rapport à toute communication institutionnelle.
Mais on a vu quelques jours après, Moïndo s'est rebellé. Et Adolphe Muzito a tenu ses propos. Je dis pourquoi je dis qu'il y a assouplissement de la décision ou bien la volonté de lever la main sur cette mesure-là contre Kabila. Parce que, il vous souviendra, le gouverneur de Kaboula, Jacques Kaboula, aurait tenu pratiquement ce genre de propos en faveur de Kabila. Et vous savez, la foudre qui s'est abattue sur lui. Donc, et là, Muzito l'a fait. Là, c'est plus flagrant que ce qu'avait dit Kaboula. Et il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien, il est au gouvernement, il n'est pas inquiété. Un général vient d'être suspendu tout de suite là parce qu'il aurait tenu des propos discriminatoires. Donc, vous voyez que le silence qu'il y a institutionnel au niveau par rapport aux propos de Muzito, ça traduit toute la volonté qu'il y a de pouvoir aller justement vers ces signaux sont-ils rassurants pour la suite? Muzito n'est pas né de la dernière pluie, c'est un politique avéré et on sait quels efforts il a fournis pour être ministre VPM au budget et en même temps qu'il vient d'occuper les postes, faire une telle communication qu'il sait qu'il peut lui coûter même les postes pour lesquels il s'est battu. Pourquoi semble-t-il mal à l'aise sur cette question? Ça peut être une question, ça peut être un ballon d'essai. La réponse de la communication de Muzito, ça peut être un ballon d'essai ou bien une stratégie pour commencer à apaiser l'opinion. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende na 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Et à préparer l'opinion, à accepter que demain, les non-catégories qui a été données par rapport aux négociations avec l'M23, avec Kabila, tout ça, que ces noms soient élagués et qu'on accepte l'idée de pouvoir dialoguer avec tout le monde. Merci beaucoup, Philippe Kazadi. Nous allons parler en quelques instants de ce qui arrive à quelques opposants qui vivent avec la peur au ventre désormais. Certains en cavale, d'autres arrêtés. Pour quel motif? Est-ce toujours en toile de fond avec la situation sécuritaire dans l'est du pays? L'un des cas est celui de notre jeune compatriote Nathaniel Onokomba qui a été cueilli et dont le lieu de détention n'est toujours pas connu, à moins que mes intervenants me disent le contraire. Mais aussi Marley Vouvou qui est inquiété par... c'est pas dit par le pouvoir ou par des services. Et il a même pris soin d'alerter et de demander d'alerter et d'introduire certains dossiers au niveau des ambassades. Et là, du coup des théâtres, il y a mandat contre lui au parquet Gombe. Pourquoi toute cette tension? Pourquoi toute cette agitation? Pourquoi la tension monte d'un cran en début d'année? Vous avez une minute rapidement pour balayer ces sujets d'actualité. Et... D'abord, je voudrais d'abord dire ici que la liberté d'expression est garantie
par notre Constitution. C'est un droit, l'un des droits fondamentaux que nous reconnaît tous la Constitution. Mais la liberté d'expression n'est pas le libertinage des propos. Dans la liberté d'expression, il y a toujours un encadrement de par la déontologie, comme journaliste, ou de par l'éthique et déontologie. Donc il y a des choses que nous savons qu'on ne peut pas les faire parce que du point de vue de la déontologie, ça ne marche pas. Et une chose, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a la forme, il y a le fond. En communication, on a toujours dit que l'efficacité de la communication dépend à 93%. Et 93% du non-verbal. Le non-verbal inclut également la manière et l'intonation. Lorsque vous suivez des gens à la télé, vous avez l'impression qu'ils veulent mener, il faut en fait une sorte de rébellion par le langage. Maintenant, faudrait-il que les arrestations, les convocations en justice soient promues dans notre pays? Je crois non. Il y a des instances habilitées à pouvoir encadrer et les journalistes et les communicants. Je vois ici le CESAC qui doit faire son travail, mais pas question d'inquiéter ceux qui prennent la parole publiquement, parce que c'est ceux-là qui font vivre la démocratie. C'est ceux-là qui montrent qu'évidemment, il y a la liberté d'expression dans notre pays. Vous les arrêtez. Au fait, par moment, je pense politiquement qu'il y en a qui veulent se donner de l'épaisseur politique en se faisant arrêter par les services. Ah, je suis arrêté, il se permet d'écrire. C'est fait à dessein par les opposants? Tout est possible. Moi, j'ai déjà vu dans ce pays des scénarios tels que un opposant qui pleure matin, soir. J'ai été arrêté et pourtant, en fait, il a été enlevé et pourtant, il s'est caché quelque part. Comment serait-il arrêté tous en même temps? Est-ce que ce ne serait pas une action coordonnée, ce que nous vivons, par exemple? Non, mais moi, je me demande, est-ce que ce sont des actions voulues par l'État pour établir quel droit à qui et quelle justice à qui? Lorsque vous êtes journaliste, avec votre micro, vous prenez la parole, disons, même si vous attaquez au gouvernement, ok, et que demain, le service de renseignement vienne vous cueillir. Qu'est-ce que les services visent? Vous ne parliez plus? Ou que quand on vous arrête, d'autres ne trompent pas pour parler? On va étouffer la voix contraire? Non. C'est-à-dire ce sont des actions qui sont déjà vouées à l'échec. Moi, tout ce que je vois dans ça, c'est la perpétuation de l'insécurité. Ça va arriver un moment, vous êtes à la place Victoire. Non, Neko, montre un peu ton téléphone. Tu montres le téléphone. Bon, oh non, il y a les images du chef de l'État, tout ça. On t'arrête. On a connu ça à l'époque de Kabila. C'est pas forcément que Kabila avait donné l'instruction au service d'arrêter tout celui qui avait ces images dans son téléphone. Mais seulement les malfaiteurs profitent du climat politique qui règne. Aujourd'hui, je peux avoir 2-3 hommes de bras. Non, bah, allez, arrêtez-moi ces messieurs. On t'arrête, on t'amène quelque part. Qui sait comment on va te traiter là-bas? Alors, il y a des procédures qui sont établies dans la loi pour saisir quelqu'un, pour l'arrêter. C'est mieux de respecter la procédure établie que d'agir de manière arbitraire. Parce que l'arbitraire fait naître d'autres arbitraires. Et ça ouvre la voie, même aux malfaiteurs, de pouvoir agir contre la quiétude de la population. Je suis journaliste, je prends la parole en public, je peux ne pas être tendre, comme vous l'avez dit, par rapport aux dirigeants. Je peux exiger des comptes avec beaucoup de sévérité au gouvernement, mais ce n'est pas la raison pour qu'ils viennent m'inquiéter. Ils n'ont qu'à faire bien le travail. Parce que si vous prenez les gens qui sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils lui réclament? Qu'est-ce qu'ils dénoncent? Est-ce que ce qu'ils dénoncent est vrai ou faux? Si c'est vrai, service, demandez à ceux qui gouvernent là de bien faire le travail, c'est tout. C'est la qualité du travail, la qualité de la gouvernance qui va couper l'herbe au pied de tous ceux qui prennent la parole pour s'attaquer au gouvernant. C'est la qualité de la gouvernance. Si la qualité de la gouvernance est bonne, il y a des ministres ici qu'à peine on attaque. Je prends le ministre Eliaou, par exemple, au niveau de la fonction publique. Il fait un travail impeccable. Je ne vois pas assez de communicants ou de journalistes s'attaquer à son travail. C'est les seuls qui font l'unanimité aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il y a des ministres. On avait Gilles Alinguete ici, à quelques exceptions près. Il était très applaudi par tout le monde.
par rapport à la qualité du travail qu'il faisait. Donc, si vous faites bien le travail, ben vous coupez l'herbe au pied de tous vos détracteurs. Ils n'auront quoi dire. Alors, les services doivent savoir que les dirigeants qui sont tout le temps attaqués par des communicants, par des journalistes à la télé, parce que justement, ils font mal le travail. Et si vous avez aussi la compétence, invitez ces gens à bien faire le travail. C'est tout simplement simple. Tout le monde, tout Congolais ne prendra pas la parole en public. Tout Congolais ne parlera pas à la télévision, ni à la radio, ni ne saura faire un papier ou une tribune. Ceux qui ont le temps, le courage et la volonté de dénoncer ce qui ne marchait pas, plutôt que de les contraindre au silence, il faut les encourager et demander à ceux qui attaquent. Il y a des lanceurs d'alerte. Lorsque nous venons comme ça, nous lançons des éléments qui peuvent aider les services à fouiller l'information et vérifier et, au besoin, mettre la main sur les personnes qui sont, sur lesquelles nous portons, contre lesquelles plutôt nous portons des accusations. Donc, qu'on arrête d'inquiéter les gens. Moi, je viens d'un plateau tout de suite là, j'ai trouvé, on m'a dit que non, il y a un journaliste qui est quasiment en cavale. Nonon Kourou est aujourd'hui quasiment en cavale parce que on lui a dit que son travail services, voilà, que les services sont en train de le chercher pour l'arrêter. Donc, vous voyez. Alors, maintenant, il faut renverser le raisonnement. Si ceux qui sont contre le pouvoir sont traqués, et les jeunesses qui sont pour le pouvoir, comment sont-ils traités? Comment sont-ils traités? À la limite, je ne vais pas dire clochard, mais ils commandent à gauche, à droite. Mais ils soutiennent le pouvoir. Pourquoi dans l'entretemps, ceux qui sont contre le pouvoir, on les inquiète, mais ceux qui sont pour le pouvoir, on ne les gracie pas. On ne les soutient pas. On ne les finance pas. Alors finalement, on s'est manqué de qui? Ce n'est pas ça l'état de droit. Donc moi, si je suis avec vous sur un plateau, vous êtes contre le pouvoir, on vous arrête. Moi, je suis pour le pouvoir, on ne me donne rien à la fois. Merci. Elie, on a l'impression que c'est les mêmes modus operandi qu'on a décrié hier, quand on ne s'est pas arrêté les gens sur base de leurs déclarations politiques, plaintes sans plaignant, et on vous ramasse comme ça. Pourquoi tout ça? Et c'est ce que vu même à ce moment notre compatriote Omar Levou. Oui, la question que vous posez, elle est très pertinente. Je vais essayer de donner une réponse parce qu'on est là notamment pour expliquer l'origine des choses. D'abord, une pensée à Nathanaël, parce que Nathanaël Combat, au-delà de se rencontrer sur deux plateaux, c'est un ami avec qui je partage d'autres moments privés. Je suis très inquiet pour ce qui lui arrive, pour sa situation, parce que ni sa famille biologique, ni sa famille politique, personne ne sait encore où il est, aucune information, personne ne dit rien. Le ministre de la Justice a été interrogé, je crois, hier sur les briefings. Bon, il a rassuré que les enquêtes vont être menées. Ensuite, le ministère s'assure que la politique du gouvernement soit appliquée. Donc, il a un peu rassuré les gens que tout le monde va bien et que les choses vont être un peu plus claires. Mais je pense fort à lui. Et voilà, je ne trouve pas la nécessité, comme disait Philippe tout à l'heure, d'injustement arrêter les gens comme ça. Les services doivent faire leur travail, je suis d'accord. Si on trouve des choses à reprocher à quelqu'un, venez le chercher de la manière la plus courtoise qui soit. Donnez-lui une invitation à la limite, convoquez-le. Tout le monde ne va pas fuir. Surtout que pour la plupart de ces personnes, leur fuite n'est pas à craindre. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on va aller, manu militari, comme ça, enlever les gens sans information, inquiéter toute la République? D'un côté, ça ne fait que crisper l'atmosphère politique qu'on veut cependant décrisper, parce que, voilà, comme on a dit tout à l'heure, on va aller au pourparler. Et ça, c'est des raisons. Vous savez, les politiques, quand ils se retrouvent pour parler, c'est généralement autour de frustration. Donc, pourquoi est-ce qu'on donne encore plus de frustration aux gens pour crisper la situation? Je crois que de ces côtés-là, les services ont arrangé. On aura toujours... Est-ce que le président n'en serait-il pas au courant? On a même certains confrères, certains journalistes anti-régime qui ont séché les plateaux. Bien sûr. Pourquoi tout ça? Bien sûr, les gens la peur au ventre aujourd'hui. Et si c'est ça l'objectif, ça ne sert à rien, parce qu'il n'existe pas de démocratie sans dialectique. Il n'existe pas de démocratie sans contradiction. Comme Philippe l'a dit,
aux gens de bien gouverner. Les ministres qui se distinguent, comme il avait cité Jean-Pierre Liaou, par exemple, ne seront pas sous le feu de la rampe. ne sont pas sous le feu de critiques. Moi, j'attends très peu de gens qui passent à la télévision commencer à dire que Jean-Pierre Liaou est un mauvais ministre parce que les preuves de son travail sont là. De toute façon, Tout quand on le le monde le critique, voit. c'est pour le pousser à travailler faire au mieux mieux, de leur voilà. capacité de délivrer les résultats. Voilà, parce qu'il fait du bon travail, il est compétent, ça se voit qu'il y a une âme de la République derrière, il y a une envie de servir la République et personne ne le critique. Alors, à la question pour finir, pourquoi est-ce qu'on en est encore là? Pourquoi est-ce qu'on en est à refaire ce qu'on a toujours combattu quand on était de l'autre côté de l'opposition? Moi, je pense qu'on doit sortir, depuis la Deuxième République, de cette République du militantisme politique. Ça, c'est du militantisme politique. Et les gens qui sont dans le service ne doivent pas confondre les institutions aux individus. Quand vous êtes dans une institution, vous ne servez pas les individus. Vous servez la République. Et la République a ses méthodes qui sont coulées dans de lois. On ne va pas commencer à arrêter les gens pour faire plaisir au président de la République. Il n'est pas éternel. Il va passer. Vous comprenez? Et ça, c'est le fait du militantisme politique. C'est le fait d'avoir passé 30 ans dans le militantisme politique que dans la réflexion politique. Parce que quand vous êtes militant, vous n'avez pas le temps de traiter les questions de gouvernance. Et quand vous arrivez au pouvoir, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de cahier des charges. Et quand vous n'avez pas de cahier des charges, à défaut d'avoir une table vide, vous récupérez ce que vous avez trouvé. Et les méthodes ne changent pas. Parce que les gens non plus ne changent pas. On prend le même et on recommence. On prend le même et on recommence. Et ça, c'est un signal, et pour faire appel à la génération qui arrive, que les militantismes, ce n'est pas ça, la gestion. Vous comprenez? L'opposition, ce n'est pas toujours le fait de dire non, non, non à tout. Non. L'opposition, c'est aussi le fait de savoir que si le régime, la majorité n'a pas bien fait ici, c'est en raison de ceci, voilà ce que nous proposons. Même si vous ne le dites pas à la place publique. Mais préparez-vous de sorte à ce que le jour où vous serez à la manette, à la gouvernance, que vous ne récupérez pas les méthodes que vous avez autrefois décriées. Parce que là, ça traduit un vide. Ça veut dire que les gens sont arrivés au pouvoir sans autre méthode en termes de proposition et ils récupèrent ce qu'ils trouvent. Et c'est désolant d'être aujourd'hui dans un milieu, dans un espace aussi crispé. Tous, on commence à avoir peur. Quand Gédéon vous invite les matins, vous écrivez, vous révisez, vous voyez ce que vous allez dire. Est-ce que je vais être inquiété demain, plus tard? Ça biaise aussi par moment le raisonnement. Bien sûr, on n'est plus libre, on commence à avoir peur et ça c'est très dangereux. Merci pour ces débats enrichissants. Malheureusement, on est arrivé à la fin. Il y a une dernière thématique qu'on ne saura pas aborder en profondeur. On parle de la responsabilité quand même de journalistes. Allez-y en 30 secondes s'il vous plaît. N'allez pas au-delà. La responsabilité de journalistes. On assiste à l'affaissement des débats, du contenu. Le fond n'est plus au rendez-vous. La quête est tournée peut-être vers les sensationnels, vers le show. Qu'est-ce qui explique tout ceci et comment établir la responsabilité rapidement? Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence du numérique, de l'expansion du numérique et surtout avec YouTube. Où les gens aiment le buzz. YouTube, c'est pas qu'au Congo, hein? Ailleurs, non, les choses vont bien. L'opinion congolaise a été accoutumée à ne consommer que ce qui est sur la toile, à ne consommer que ce qui est sensationnel. Des émissions élaborées, des émissions de réflexion, peut-être que même celles que nous faisons ici aura très peu de vues, parce qu'il y a moins de partage, ça veut dire qu'il y a moins de sensationnel. Ne prédisez pas ça. Non. Pas de précautions sur vos plateaux. Non, ça veut dire que c'est ça la réalité. Si vous voulez que votre émission soit partagée, très populaire, eh bien, venez ici, commencez à faire du show. Okay? Ça, tout le monde sait le faire, hein? Mais ce que nous faisons, là, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, les gens aiment la facilité, c'est pourquoi ils vont dans ça. Alors, et les contextes économiques, les médias vivent de la publicité, de la subvention. Il n'y a ni subvention de l'État, ni publicité, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Chez nous, il n'y a pas d'entreprise qui puisse lancer de la concurrence au point d'engager des fonds dans la publicité. Il n'y en a pas. Donc, les gens vivent de vues, le nombre de vues, d'heures de visionnage sur YouTube et tout ça. C'est ça qui fait que ceux qui ont déjà goûté à des émissions chaudes, sensationnelles, comment ça paye sur YouTube, ils ne veulent plus abandonner cette voie-là. Même si déontologiquement, ça ne répond à aucun principe journalistique.
Vous avez déjà vu? Est-ce que ceux vous qui avez déjà vu s'adonnent l'émission à cette maison sont-ils journalistes? Comment les qualifier à ce jour? Vous avez déjà vu Et quelle est la responsabilité de ça dans tout ça? J'aurais voulu dire des créateurs de contenu, mais ça peut... ils sont juste là en train de créer des contenus qui attirent les gens. Point barre. Mais un journaliste, il récolte, il traite l'information et puis il diffuse. Mais dans tout ce qu'il fait, il traite quoi? Est-ce que la faute, c'est pas aussi nous avons laissé entrer tout le monde dans la profession, par exemple, et il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de sanctions. Non, ça dit que Pour les avocats, par exemple, lorsque vous passez à côté, il y a des sanctions. Il y a l'ordre national d'avocats. Oui. Mais chez nous, tout le monde peut se prétendre être journaliste. Nous avons les CESAC. Nous avons aussi l'UNPC qui pouvait bien nous aider. C'est-à-dire qu'il faut renforcer le pouvoir de ces institutions pour encadrer quand même le monde médiatique. Parce qu'il y a des trous. Il y a des trous. Mais je crois que moi, personnellement, j'ai déjà pensé à un ordre national de journalistes ou de communicologues du Congo. Nous devons y penser. Pour que être conseiller en communication, être attaché de presse, être journaliste, il y a des conditions qu'il faut remplir et des conditions précédées par une formation. Quand vous faites le droit pour devenir avocat, vous êtes soumis même à un test. Si vous échouez au test, bien que vous soyez licencié ou pas, vous ne deviendrez pas avocat. C'est comme ça que ça doit être aussi dans tous les secteurs. On ne s'improvise pas architecte. On ne porte pas la poche comme ça un matin. Alors, c'est pas parce que le journaliste, son travail, c'est parler et écrire. Et comme la parole a été un don de Dieu, en tout cas universellement bien distribué, que tout le monde doit prendre la parole en public. Il y a des méthodes pour la prise de parole, pour l'écriture, ainsi de suite, pour ne pas offusquer forcément les dirigeants. Et ici, on ne veut pas dire qu'être journaliste signifie s'aligner derrière les gouvernants. On peut dénoncer, mais de bonne manière pour construire un État fort. Ailleurs, même sur des chaînes nationales, on critique la gouvernance de ceux qui sont au pouvoir. Merci beaucoup. Rapidement, Elie Mondonga, nous assistons avec regret à la pauvreté des débats de fond, à l'affaissement même du débat national. Est-ce que les médias sont-ils encore de gardiens du temple démocratique ou sont-ils devenus les complices d'une dérive autoritaire? Vous savez, moi je ne pense pas que le problème soit le fait que tout le monde fait de la télévision aujourd'hui. Vous savez, comme a dit Philippe, on est à l'ère du numérique. C'est extrêmement compliqué d'encadrer l'espace médiatique, l'espace télévisuel, j'ai envie de dire. Parce que la télévision, c'est pas que pour le journaliste. Tout le monde, la télévision, c'est pour le divertissement, pour l'éducation et pour l'information. Donc, les gens peuvent faire de la télévision. Le problème, c'est pas ça. Quand vous regardez, moi je regarde énormément l'espace télévisuel français, vous voyez que les jeunes créent même des podcasts, des discussions, mais c'est toujours des discussions de qualité. En fait, la problématique, c'est au niveau de l'homme, du sociétaire congolais, comme il a dit, que c'est on est des hommes et des femmes extrêmement superficiels. Mais pourquoi? Moi, je veux le dire, je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer, mais depuis 30 ans, on a connu 2 personnes qui ont influencé les mentalités congolaises. On a connu Etienne Tshisekedi, on a connu Papa Wemba. C'est-à-dire, non mais il faut qu'on se le dise. Papa Wemba qui a emmené la Chancelo Kopamba, qui ensuite a créé l'esprit Wenge. Alors est-ce que vous lapidez, hein? Je dis ce que je pense, tout simplement, qu'on m'apporte la contradiction, qui a énormément construit les hommes extrêmement superficiels. Marchez dans les rues de Kinshasa, vous trouvez que l'Équinois est très superficiel en termes de constitution humaine. C'est quelqu'un de très superficiel, l'apparence suffit, donc parce qu'on paraît, on existe. C'est comme ça que tout le monde a la facilité d'aller vers le sensationnel. Tout ce qui est vraiment éphémère, tout ce qui est dans les paraîtres, fait tout de suite du succès. Pourquoi? Parce que bon, ça fait 30 ans, on écoute la musique du paraître, on écoute tout ce que nous vivons, c'est le paraître. On est devenus des gens superficiels. Et de l'autre côté, vous avez la logique du militantisme, comme je le disais tout à l'heure, qui est venue avec l'UDPS. Ça veut dire le courage. La politique se résume au courage de dire non. À la Deuxième République, le courage de défier Mobutu. Voilà. À la Deuxième République, ça s'expliquait. Qui pouvait défier le roi d'Isaïe? À la Deuxième République, ça s'expliquait. Le contexte était dictatorial. Mais quand on a la démocratie et qu'on a continué avec ces militantismes, on a oublié le fond. C'est comme ça que vous voyez que même dans les débats politiques aujourd'hui, il n'y a pas de fond. Pourquoi? Parce que personne n'écoute le fond. Tout le monde
résume la politique non pas au projet, à la proposition, mais à la capacité de dire fortement non ou à la capacité de dire fortement oui. C'est-à-dire que ces militantismes-là a produit deux individus. Ceux qui sont du régime qui disent oui à tout, ceux qui sont à l'opposition qui disent non à tout. Et la rencontre, comme il n'y a pas des pensées comme sous-bassement, la rencontre, c'est sur les sensations. Et rapidement, la solution, que faire? Moi, je pense qu'il faut un retour au Vous grand avez média. tantôt fait appel au repensement de la société. Oui, et il faut un retour aux grands médias. Il faut qu'on connaisse C'est-à-dire le phénomène qui se passe en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que le secteur privé récupère les médias avec des gros financements et derrière avec des projets idéologiques. Vous voyez aujourd'hui par exemple, vous prenez un groupe comme le groupe Bolloré, vous savez que c'est un groupe, c'est des médias de droite. Ils s'assument. Il faut de l'information, l'objectivité est là, mais l'interprétation va à droite. Vous savez que BFM et les autres, c'est des médias de sensibilité de gauche. Vous savez, et ils s'assument et la sensibilité reste de gauche. Comme ça, au moins, on appellera le gens dans une forme de profondeur dans la discussion et on va habituer petit à petit. Est-ce qu'au Congo, on a même des médias thématiques? Non, on n'a pas de médias thématiques. C'est comme Philippe l'a dit, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. Les gens vivent en raison de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Et quand vous avez une société... Non mais moi je circule un peu à Kinshasa. Moi, je suis extrêmement surpris par ce qui se passe à Kinshasa. Extrêmement surpris. Je vous donne un exemple. Donner $5 000 à un jeune Kinois, la première des choses qu'il va faire... Vous achèterez un iPhone. Il va acheter un iPhone, il va acheter une voiture. Une voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait... Le paraître. Voilà. On existe par les paraître. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on existe, c'est parce qu'on paraît qu'on existe. Et vous prenez ça... Ça, c'est philosophique. Hein? Bah oui, faites la sociologie. Mais c'est ça aussi la politique. La politique est faite de la sociologie, de la philosophie. Parce qu'on va gérer les humains qu'il faut comprendre. Donc faites la sociologie de la population quinoise. Vous comprenez pourquoi est-ce que tout ce qui est sensationnel marche ensuite. Vous donnez $5 000 à un jeune, il préfère aller acheter des bouteilles de champagne en boîte de nuit pour qu'on chante son nom et que demain il manque à manger. Donc voilà, quelqu'un de comme ça ne va pas s'arrêter sur une émission qui traite de questions philosophiques. Alors qu'ailleurs, vous regardez les jeunes au Canada, aux États-Unis, en France, qui ont des maigres moyens aussi, mais qui font même des petites discussions entre eux dans des podcasts. Vous sentez qu'ils comment dire, ils ont le souci d'aller dans le fond, d'aller de se questionner, de chercher des très bons sujets, même quand ils parlent de ce qui se passe dans la société, mais c'est toujours avec un bon fond. Mais nous, bah voilà. Il y a tellement d'ivraies que si vous observez aujourd'hui, vous pouvez voir des licenciés, j'ai fini par là, excusez-moi, des licenciés, des jeunes licenciés gradués, ils sont 4 à 5, ils peuvent se cotiser l'argent. Oui. Par simple pour aller boire les samedis. Bien sûr. Mais pas pour construire. Ça s'est fait. Mais ça s'est fait. Pas pour un projet. Quand ça se cotise l'argent pour aller boire le soir, les samedis, les dimanches. Aucun projet mais pas pour en fait, parce que dans le fond, ils savent qu'ils ne sont pas tous sérieux. Ouais. Qui va garder l'argent? Tout simplement. Qui va garder l'argent? Chers messieurs, revenez prochainement pour davantage décortiquer cette thématique. Ouais. En tout cas, vivement, revenez prochainement. On n'a pas eu tout le temps pour rester sur cette thématique qui pourrait faire révolutionner la pensée et même la mentalité au sein de la société. Oui, nous avons besoin d'une société qui évolue et qui s'adapte aux réalités, mais pas avec ce à quoi nous assistons. Moi, je crois à la jeunesse. Croire à la jeunesse, c'est croire à l'avenir du pays. Voilà pourquoi nous avons décidé de réfléchir autrement pour que les décideurs, à travers les propositions qui sont faites au travers de ces numéros, qu'ils emboîtent le pas, qu'ils fassent le nécessaire pour que nous ne puissions pas faire un pas vers l'inconnu. Merci d'avoir suivi cette émission. La seule demande, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos contenus et surtout de partager avec vos abonnés cette émission pour sauver une ou deux vies. Et voilà, notre seule récompense. Entre-temps, merci à vous. Philippe Kazadi, patron de kiosquedafrique.com. Merci aussi à vous, Eli Mondonga, journaliste et responsable du média Eco TV sur YouTube. Avec la même dose de plaisir, je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. Demain, retrouvez Jean-Sarah Mikanda avec d'autres intervenants pour décortiquer et analyser l'actualité du Congo. Bon début de semaine à toutes et à tous. Tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs.